Cette semaine à l'émission, la pédopsychiatre Céline Lamy propose de sortir de l'agriculture intensive des enfants et Thomas Plouffe nous parle de la vision de l'enfant chez Jean Piaget. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode où on va parler des enfants, de l'enfance en général. J'ai le bonheur d'être accompagné aujourd'hui par deux grands-enfants. James Langlois, salut. Salut Antoine, là, c'est toi aujourd'hui qui va nous éduquer. Là, ah ouais, je vais vous paterner, check bien ça. Ben non. Non, mais on a un super menu aujourd'hui à l'émission. Je suis content que vous soyez là, les gars, parce que c'est des questions qui vous préoccupent. En fait, Thomas Plouffe, bonjour aussi, il faut que je te salue. Oui, bonjour. Un minimum. James, tu as étudié en enseignement quelques années avant d'atterrir au Verbe. C'est une question qui te préoccupe, l'enfance. Oui, je suis bachelier en sciences de l'éducation pour ce que ça vaut. Puis, on salue tes anciens profs. J'ai aussi moi-même des enfants. Non, je dis ça parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans le bac en sciences de l'éducation. C'est un bac de sortie qu'ils ont inventé pour ceux qui quittaient l'enseignement. Mais voilà, c'est pour ça que je dis ça. Longue histoire courte. Oui, c'est ça. Mais oui aussi, mais particulièrement la question aussi de la surmédicalisation des enfants. Ouais. J'ai eu beaucoup de personnes dans mon entourage, dans ma famille, entre autres, qui ont vécu cette situation du diagnostic, du faux diagnostic. On parle de TDAH surtout. C'est ça, de TDAH. Puis c'est même depuis que je suis jeune, moi, ça m'a frappé de voir ce développement aussi à l'école. Moi-même, au secondaire, je me suis presque auto-prescrit un TDAH, mais bon, à suivre, je pourrais en reparler plus tard. Ben ouais, ça m'intéresse. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, en grandissant autour de moi, tout ça, ça met le doigt sur quelque chose. On pense que c'est un problème essentiellement de santé individuelle, personnelle, mais on peut facilement concevoir ça comme un problème de santé publique. Là. Quand on regarde les statistiques, on y reviendra certainement avec le docteur Lamy plus tard dans l'émission. Ouais. Donc, c'est intéressant de l'aborder comme ça. Merci, James. Thomas Plouffe, toi aussi, la question de l'enfance, en général et en particulier, ça t'intéresse? Moi, ça m'est tombé dessus à cause de mes enfants. C'est-à-dire que la question de l'enfance... Au début, pas tant. C'est vraiment le fait d'avoir des enfants, ça force à un moment donné à se questionner sur en ayant des enfants, tu t'es dit, ouais, je pourrais devenir psychoéducateur, je pourrais travailler dans le monde de la psychoéducation. Mais quand je me suis intéressé à la psychoéducation, c'était pas d'abord par un intérêt pour les enfants, pour cette clientèle-là. Moi, parce qu'il a eu ses premiers enfants à 15 ans. Là, il n'était pas rendu là dans sa vie encore. Non, mais tu sais, j'ai un intérêt en général pour, je dirais, les étranges. On va dire ça comme ça, ou les anormaux, Puis tout ce qui sort du cadre, ben finalement, peut-être pour moi-même, c'est peut-être que pour ça que j'ai... Mais tu sais, pas d'abord les enfants. Les enfants, c'est venu après avec mes propres enfants, mais surtout les questionnements liés à l'enfance, tu sais, parce qu'avec les enfants viennent les questionnements par rapport à moi, comment je me comporte avec les miens, et c'est quoi l'enfant, fait que c'est venu après, ouais. Puis comme père de 8 enfants, tu as sûrement réalisé rapidement que justement, il y a des enfants qui sortent du cadre, puis il faut vite les remettre dans le moule. Oui, c'est ça, exactement. C'est toute une question de cadre bien ajusté, comme tu le dis. J'ai hâte de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Ma recette miracle là, qui convient à tous les enfants. T'as trouvé ça, toi? Oui, ça m'intrigue. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on c'est vrai que la question, on va certainement en parler beaucoup aujourd'hui, mais c'est une question peut-être d'équilibre qui est certainement pas ajustée dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Là. Au contraire, même, probablement le monde, non, effectivement, pour des raisons peut-être qu'on pourra aborder, mais ça reste qu'effectivement, on a beaucoup de difficultés à voir l'enfant. Ouais. On a discuté à le voir, puis à apprendre à le rencontrer vraiment tel qu'il est. Puis après ça, bon, on pourra en voir, là, c'est quoi l'enfant? En quoi est-ce que l'enfant, c'est différent de nous? C'est une créature comme à part, ou finalement, est-ce que c'est pas juste une espèce de prolongement de nous-mêmes? En tout cas, on pourra en reparler tantôt. Ah ouais, c'est évident qu'on va en reparler. On va en reparler aussi avec notre invité de la semaine. Elle est pédopsychiatre et vient de faire paraître Le drame des enfants parfaits. Ça va parler de vous, dans le fond, c'est ça? C'est ça, exact. C'est un vrai drame. Qu'on fait vivre à nos tragédies. Ah, peut-être, hein, c'est ça. Alors, c'est publié chez Atelier 10. Là, le sous-titre est intéressant, pour une permaculture de l'enfance. Accueillons la permacultrice ou la permapuéricultrice, on pourrait dire, la docteure Céline Lamy.
Docteur Céline Lamy, bonjour et bienvenue On n'est pas du monde. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, depuis une quinzaine d'années, vous pratiquez la médecine psychiatrique auprès des enfants, c'est bien ça? En France d'abord, puis au Québec depuis quelques temps. Plus tôt cet hiver, vous avez fait paraître chez Atelier 10 un essai qui a fait pas mal de vagues. Hein. Ça a bien percolé, votre affaire. Ça s'appelle « Le drame des enfants parfaits pour une permaculture de l'enfance ». Docteur, faisons un constat ou posons un diagnostic. C'est quoi ce drame-là? Ce drame, j'entendais tantôt l'idée de on ne voit pas l'enfant, on ne voit plus l'enfant. Puis certains me disent c'est un peu abusé le terme de drame. Puis en général, je dis t'as raison, je devrais plutôt parler de crise de l'enfance. On parle beaucoup de crise climatique. Mais je pense qu'on est rendu à un point avec nos enfants où on est vraiment dans un état critique. Donc vous avez raison, c'est pas un drame, c'est critique. C'est pire que ce que vous pensez. Le titre est soft un peu. Oui, finalement. Dans le sens où, la première fois que j'ai mis les pieds en service de pédopsychiatrie, je devais avoir peut-être 17-18 ans, jeune étudiante en médecine, et c'est un stage que j'ai choisi en pédopsie, puis je débarque là, en France, et c'était encore l'époque d'une prise en charge qui faisait du sens dans l'idée de on accueille l'enfant dans tout ce qu'il est, dans tous ses systèmes, la famille, l'école, on le voit, on l'entend, on l'écoute. Et je me rappelle le patron de l'époque invitait à la table toutes les personnes qui connaissaient l'enfant dans le service. Mais quand je dis qui connaissaient l'enfant, c'était le préposé aux bénéficiaires, la personne qui faisait le ménage, la personne de la cantine. Tout le monde venait s'asseoir pour parler du jeune et dire qui est cet enfant. Et petit à petit, ça s'est délité, en fait. C'est-à-dire, quand je suis rentrée vraiment en pédopsychiatrie en tant que docteur, là, je me suis rendu compte qu'on était rendu dans quelque chose de très catégoriel, de très biomédical, et qu'on avait perdu le sens de, pas qu'est-ce que c'est un enfant, mais qui est l'enfant. Et au point où on est rendu actuellement, hein, on m'amène un enfant avec un petit mot qui dit « bris de fonctionnement ». Donc comme un objet lambda, et on me demande finalement de réparer. Comme un grille-pain cassé. Tout à fait. On me demande de réparer. Dès la première page, vous dites, les parents ne posent plus la question, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, oui, parce qu'il faut aller vite. On est vraiment dans quelque chose de très solutionniste maintenant, donc il faut comprendre rapidement où est le bris pour venir... C'est même pas l'idée de le réparer au sens vrai du terme, c'est de venir faire en sorte que cet enfant qui crie par ses symptômes et par ses agirs que plus rien ne fait de sens, on veut bâillonner en fait. Donc on me demande quelque part de bâillonner l'enfant pour qu'on l'entende moins dire mais la vie ne fait plus de sens. Ce qu'on veut, vous dites qu'on veut pas tant, on veut pas tant que ça le réparer, on veut surtout qu'il fonctionne comme tous les autres. C'est que ce soit un grand champion. Que ce soit un grand champion, c'est-à-dire qu'il... Pas juste dans la moyenne, mais non, qui fit déjà dans le moule, c'est-à-dire dans le moule, que ce soit dans la famille, à l'école, et puis non seulement on veut que ça tienne à l'école, mais on veut aussi qu'il performe. C'est-à-dire qu'on est rendu, c'est pour ça que je parlais d'agriculture intensive, je trouve que beaucoup de parents sont rendus des éleveurs de champions, mais qui n'en sont pas. Et c'est là où... qui n'en sont pas parce que... Puis c'est très bien comme ça, c'est ce que j'explique aux parents, mais c'est là où arrive une sorte de déception parentale, plutôt que de se dire, mais finalement, j'étais dans un idéal ou dans des projections qui m'appartiennent et qui n'appartiennent pas à l'enfant. C'est que ce que je dis dans l'essai, c'est que l'enfant déçoit et sait qu'il déçoit. Et donc, j'ai dans mon bureau des enfants qui sont dans une avidité de reconnaissance, mais pas dans le sens de « vois-moi dans ce que je fais », mais « vois-moi dans ce que je suis ». Regarde-moi tel que je suis, docteur Lamy. Donc, c'est cette avidité-là, moi, qui m'a saisie et où je me suis dit « c'est plus possible ». Parce qu'ils ne parviennent pas à atteindre ce qui est attendu d'eux. Puis ils ne savent pas. En fait, finalement, tant ce qu'on attend, il y a quelque chose d'un non-dit, c'est pas clair, mais ils savent qu'ils sont... très vite défaillants, puis on leur dit, en plus on va t'amener voir un docteur qui va te trouver et qui va te donner des pilules.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enfants très petits qui fonctionnent là-dedans. Puis oui, évidemment, je parle beaucoup du surdiagnostic, qui n'est plus une idée comme ça reçue de quelques médecins qui seraient comme inquiets. C'est vraiment documenté. Il y a énormément d'enfants pour qui on donne des diagnostics, notamment de TDAH, qui n'en sont pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance derrière ou qu'il n'y a rien, mais en tout cas, ils n'ont pas de TDAH et ils prennent des médications. J'ai des jeunes ados qu'on m'envoie parce que plus rien ne marche. Ils ont 15-16 ans, ils ont pris depuis leurs 4-5 ans des pilules, des multiples, de la polymédicamentation, pour que je finisse par dire, c'était pas ça. Docteur Lamy, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce surdiagnostic, qu'il y ait une certaine tranche de la population qui de fait soit TDAH, ça on peut très bien le concevoir, mais il y a quand même une enflure là, dans la courbe qui est exagérée ou du moins qui entraîne une surmédication de toute une frange de la population des enfants de manière indue. Pourquoi on tient tant que ça à leur donner un diagnostic et les pilules qui viennent avec? En fait, ça part vraiment d'une sorte de, je dirais, complicité plurisystémique. Ça part de cet enfant qui est à l'école puis qui cadre pas. Donc, très vite, mais quand je dis très vite, c'est-à-dire qu'après une rentrée de septembre, je sais que dans les 3-4 semaines, je vais avoir une flambée de demandes d'évaluation. Et les parents me disent, ils rentrent en première année. Donc, on parle d'un petit loup qui était à la garderie, libre, ou qui parfois était avec ses parents à la maison. Et on le met dans un système où on lui dit, pendant 8 heures, tu t'assois, t'écoutes, etc. Donc, évidemment, puis il y a toute l'anxiété. Puis là, ça ne marche pas. Donc, ensuite vient le questionnement de l'enseignant qui très vite alerte le parent. Puis quel parent ne se saisirait pas de ça en disant « Mon objectif, c'est que l'enfant ça aille bien à l'école, qu'il soit heureux. » Donc c'est ce que je nomme dans l'essai, c'est qu'on est tous pris là-dedans parce qu'on nous prédit le chaos pour notre enfant si nous n'arrivons pas à trouver ce qui se passe et à régler les choses. Il va finir à la rue, c'est sûr. Tout à fait, il n'aura pas d'amis. Puis c'est aussi pas mal ce qui est véhiculé, y compris lors qu'on reçoit nos amis des labos pharmaceutiques qui nous expliquent que si on ne prescrit pas tôt, alors, à l'adolescence, force à l'appui de certaines statistiques, ils ont plus de risques d'être délinquants, de se droguer, d'avoir des comportements antisociaux. Donc, je veux dire, qui te dirait, non, moi, je veux jouer le jeu de ça, laissons la nature aller. Ouais. Sauf que, de fait, le parent se précipite chez le médecin de famille et le pédiatre. Ouais. Et mes amis et collègues de première ligne sont complètement coincés. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que ça prend du temps de comprendre ce qui se passe pour l'enfant, mais ils n'ont pas le temps. Ils ont des consultations timées, puis c'est pas leur job, c'est notre job de pédopsychiatre. Quand j'évalue un enfant, ça prend des heures et des heures d'évaluation avant que je puisse dire, je pense saisir ce qui se passe, sans parler de diagnostic. Parce qu'on a un mystère devant nous, on a quelqu'un de complexe qui n'est pas unidimensionnel. Un trésor, puis moi ce que je veux, exact. Donc de fait, mes amis de première ligne arrivent à tenir le fort pendant quelques consultations en disant, on va faire une requête au CLSC parce qu'il faut que quelqu'un vienne observer à la maison, à l'école. Ouais. Mais les requêtes au CLSC, elles sont traitées en combien de temps? Ça prend parfois un an et demi. Puis au final, ça continue à se dégrader. L'enfant est très vite étiqueté. L'enseignant a l'idée que c'est un TDAH. Il y a une espèce d'effet Pygmalion. Complètement. Puis le parent dit bien, c'est pas l'enfant que je connais, moi, tant à la maison. Il y en a beaucoup qui me disent ça. Moi, quand on me parle de mon enfant à l'école, je ne le reconnais pas. Donc, il y a aussi pour certains parents, c'est un crève-cœur de dire, on va quand même essayer la médication. Puis cette médication, souvent, fonctionne à court terme, comme je le dis dans mon essai, puis les étudiants, les universitaires le savent bien. C'est le problème, c'est que c'est efficace. Oui, ils débarquent des fois en disant « je pense que j'ai un TDAH ». Non, je pense que tu veux être boosté cognitivement. Mais sans que ça fonctionne, souvent. Et donc, c'est comme si le fait que la médication fonctionne vient comme valider l'idée du diagnostic. Mais c'était donc ça. C'était donc ça. Mais l'agitation, il n'y a rien de plus aspécifique. Un enfant anxieux est agité, un enfant immature... oui, parce que ceux qui rentrent à l'école, qui sont plus jeunes, les bébés de classe. Les bébés de classe ils sont surreprésentés. Complètement. Oui. Il y a une étude du Cyrano là, qui est sortie, qui vient d'être publicisée. Assez récemment, oui. Ouais, puis qui dit effectivement qu'ils ont fait ça sur 800 000 enfants québécois. Et oui, les bébés de classe sont extrêmement surdiagnostiqués. 21%. Ouais. James, tu allais poser une question. Non, mais on dit que les médicaments fonctionnent, mais d'un autre côté, on le voit,
moi, je pense que, bon, il faut toujours évaluer chez qui on a vraiment besoin, chez qui la médication est bien ajustée, mais on voit que ça fonctionne, mais d'un autre côté, ça éteint l'enfant. Ben, en fait, je lui donne l'idée qu'il ne peut fonctionner que à travers ça. Et c'est compliqué. Puis d'autant plus, imaginez quand c'est pas le bon diagnostic. C'est-à-dire que là, on n'a pas répondu au malaise initial. Moi, j'appelle ça le malentendu initial. Quand on a, en 10 minutes, posé un diagnostic prescrit sans rencontrer l'être humain en face de nous. Alors parfois c'est ça, puis c'est super, mais quand c'est ça, je reçois des demandes en disant plus rien ne fonctionne, SVP votre avis, je sais que c'est pas plus rien ne fonctionne, je sais que on a mal estimé ce qui se passait à la base. Pensez l'enfant dans ces systèmes. L'enfant, Winnicott disait, un bébé seul, ça n'existe pas, ça ne survit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que ça prend un parent qui fait naître une deuxième fois l'enfant par le regard, qui fait naître cette subjectivité-là, qui dit je te vois comme tu es. Ce regard-là, il est essentiel. Ça va créer un attachement qu'on appelle sécure. Ça, c'est la base pour qu'un enfant puisse aller vers le monde en toute sécurité, aller vers les autres en toute sécurité, puis accepter de se séparer de son parent. Mais quand un attachement est insécure, et puis qu'on met l'enfant dans une classe de 20 avec une dame qu'il ne connaît pas, ben il va être réactif, il va être méfiant, il va s'agiter de malaise. Mais on va dire c'est un TDAH alors que c'est un attachement insécure. On estime qu'il y a à peu près 60% de personnes dans la population qui ont un attachement sécure. Ça veut dire qu'il y a 40% d'entre nous qui ont un attachement insécure. À cause de toutes sortes de blessures, de traumatismes, d'événements. En fait, ça peut aller d'une inadéquation dans la réponse parentale. Puis c'est pas... Parce que là, il y a plein de parents qui me disent « Mon Dieu, le 23 septembre 1980, je n'ai pas répondu aux pleurs de mon enfant. Je l'ai scrappé. » Non, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est souvent des bébés puis des enfants qui ont multiplié les demandes de présence du parent en termes qualitatifs de « vois-moi ». Fais-moi exister dans ton regard, est-ce que je compte, est-ce que j'ai de la valeur et est-ce que même quand tu n'es pas là, je peux t'introjecter à l'intérieur de moi et savoir que je suis aimée telle que je suis. Donc oui, ça peut être plein de choses, des enfants qui ont malheureusement des parcours de vie très difficiles, de négligence, de carence, mais c'est pas uniquement ces enfants-là. Ça peut être, par exemple, un parent qui a une problématique de santé mentale, puis qui est comme psychiquement pas disponible à ce moment-là. Puis l'enfant, son besoin n'est pas vraiment répondu, mais de façon très, très répétée. Ça peut être tout ça. On imagine bien le prof ou la prof devant sa classe de 20, 25 petits marmots. Elle a 3, 4, des fois plus jeunes à la rentrée là, qu'elle identifie comme « OK, ça va brasser cette année avec Jean-Robert, Sabrina, etc. » Et elle se dit « Ben là, ma classe ne pourra pas fonctionner. Ça me prend des outils. » Et là, elle s'imagine peut-être si cet enfant-là était médicamenté, ça aiderait. On peut très bien comprendre sa posture. Qu'est-ce qu'on dit à cette prof-là? C'est sûr qu'il y a tout à repenser quand même ce système éducatif, qu'on le veuille ou non, qui est plus si adapté à ce qu'est l'enfant en 2024. Parce que les enfants sont très stimulés. Mon avis, c'est sont trop stimulés, puis pas adéquatement stimulés. C'est-à-dire qu'on est envahi par des produits marketing, des jouets, des bébelles qui font du bruit, de la lumière, des applications, voilà. Mais en fait, ça n'est pas ça l'éveil. On a confondu l'éveil avec une sorte de gavage en voulant très rapidement faire que nos enfants aient l'air le plus érudit possible. Ils n'ont pas besoin de ça. Un enfant, il a besoin de jouer, il a besoin de la présence de l'adulte, il a besoin d'être dans la nature, de manger, etc. Les besoins de base. Mais au niveau affectif, il a besoin de ça. Et de fait, le système éducatif actuellement a dans l'idée que c'est toujours les mêmes enfants, alors que non, on a des enfants qui sont hyper connectés à plein de choses, mais plus du tout connectés. C'est-à-dire qu'ils sont coupés de plein de choses. Ils sont coupés d'eux-mêmes, ils sont coupés du lien avec l'autre, ils sont coupés de la nature, du vivant. Et donc, c'est plus les mêmes enfants. Et on veut leur enseigner
de façon très descendante, alors qu'il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, savent déjà. Puis que je dis malheureusement, c'est que c'est des enfants qui sont au courant de beaucoup de choses, mais dont la maturité émotionnelle et affective n'est pas prête à accueillir. Est-ce qu'un enfant a besoin de savoir tout ce qui se passe partout dans le monde de manière instantanée? En tout cas, ils le savent. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas expliqué parce que moi, je suis pour expliquer à mes enfants depuis qu'ils sont petits plein de choses, mais ça prend cette présence de l'adulte. Thomas? Mais est-ce qu'il y a quelque chose à voir aussi avec tout simplement la raison pour laquelle on a des enfants, ça, qui a changé? L'enfant peut avoir changé, mais est-ce que la raison qui nous amène à avoir des enfants a changé dans les dernières décennies? Je pense que oui. Tantôt, on parlait de la continuité de soi. Il y a malheureusement faire un enfant pour essayer de faire un mini-soi, une sorte de réalisation. C'est comme si notre enfant était... Ouais, c'est ça, un projet. Mais comme si notre enfant était très en lien avec la façon dont on va, l'éduquer. C'est comme une sorte de réussite, de produit personnel. C'est-à-dire que... On prolonge sa réussite dans ses propres échecs. Exact, mais c'est de fait aussi l'enfant qui internalise très vite l'idée de « ne me déçois pas ». C'est-à-dire que autant je vais valoriser tes réussites. Puis quand je suis arrivée au Québec, je me souviens, j'entendais une émission qui était passée d'un petit garçon qui était dans les buts de hockey, puis son père, gérant d'estrade, et puis le petit, il y avait un micro, puis il disait « Regarde-moi, papa ». Puis on entendait le papa qui disait « Vu qu'il est pas bon, il va voir, je vais le priver de mon regard ». Je trouvais ça d'une violence énorme. Puis c'est ça vraiment, ces enfants qui sentent qu'ils sont... qui ne doivent pas déplaire. Qui sont un outil au service de l'ego du parent. Complètement, du narcissisme parental. C'est très douloureux de réaliser ça. On ne peut pas dire ça aux parents frontalement comme ça. Je veux dire, comment on peut... Ah, moi, je leur dis. OK, pour vrai? Ben, le « on » ne m'implique pas. J'ai aucun problème avec ça. Je leur dis d'emblée. Si vous mais on le dit aux auditeurs qui nous écoutent présentement. Là, vous avez un ego démesuré, etc. Ouais. Non. Je leur dis pas comme ça, mais je leur dis d'emblée, si vous êtes venus pour que je vous dise d'emblée, en quelques minutes, voilà le diagnostic et voilà l'ordonnance, vous avez le choix tout de suite de prendre la porte parce que je pourrais pas faire ça. Puis souvent, ils me disent, mais ça va se passer comment? Première question souvent, c'est est-ce que les deux parents doivent être là? Oui. Oui, mais le papa n'a pas trop d'idées sur ce qui se passe. Moi, j'ai besoin d'avoir l'avis de votre conjoint parce que les papas, des fois, sont moins anxieux sur certaines choses, puis me donnent l'heure, des fois très juste sur qui est mon enfant. Pas tant encore par rapport à l'école ou autre, donc j'aime beaucoup que les papas soient là. C'est ça. Et puis, l'autre question qui m'hallucine toujours, c'est est-ce que notre enfant doit venir? Ah ben non, je vais évaluer votre enfant, mais juste sur ce que vous me dites, puis parce que votre enseignante a rempli un formulaire de 10 trucs. C'est pas un cas inventé, là. Vous avez vraiment c'est ça tout le temps. C'est ça, les gens m'écrivent des courriels en disant « Est-ce que mon enfant doit être là ?» Ben oui, il doit être là, c'est important. Parce que justement, ça prend de connaître qui est cet enfant. Puis moi, ce que j'aime savoir, c'est depuis... Comment vous vous êtes rencontrés, papa, maman, ou entre conjoints? Comment vous vous êtes rencontrés? C'est quoi le projet de cet enfant? Est-ce que c'est un bébé surprise ou pas? Tout ça, ça compte. Comment vous avez porté psychiquement votre enfant quand il était dans le ventre? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça compte dans l'histoire d'un enfant. Parce que dans l'idéal, on accueillerait l'enfant comme un don, comme quelque chose qui en tout cas, je parle pour moi, qui arrive, de manière des fois plus planifiée ou désirée, de manière des fois un peu plus surprise, mais une fois qu'il est là, l'accueillir, vous avez dit tout à l'heure, tel qu'il est, sans a priori, sans attente, sans fardeau. C'est pas évident, ça. Quand même, c'est un idéal, mais finalement, on a tous nos bébites qu'on traîne, Tout à fait. Ben, c'est difficile, d'autant plus que pendant la grossesse, il y a le phénomène de transparence psychique, qui est une sorte de bain hormonal qui fait qu'on est beaucoup plus sensible à des représentations, puis à des projections de qui va être cet enfant, quel parent je vais être et quel lien je vais avoir. On idéalise un petit peu ça à cause de ce bain hormonal-là. C'est pas le cas tout le temps, mais c'est comme ça normalement que c'est fait. Normalement pour que l'attachement se fasse. Puis qu'on arrive à s'accorder émotionnellement avec notre bébé. Mais ça doit être ensuite transformé en deuil.
de se dire, mais ça, personne ne nous le dit à la naissance, c'est qu'il va falloir faire le deuil de cet enfant idéal, du parent idéal qu'on pensait être et de la relation idéale. C'est nécessaire de passer ça pour être dans une rencontre au réel, vrai de notre enfant. James, puis Thomas. Non, mais c'est ça. On parle beaucoup de la pression que les parents peuvent mettre sur les enfants, mais c'est aussi parce que les parents eux-mêmes, vous dites, ont souvent cette idée de ce parent idéal. Puis socialement, il y a beaucoup de pression. C'est drôle parce que Naître et Grandir fait depuis un certain temps des publicités qui tendent à essayer de calmer un peu les ardeurs des parents qui veulent... Mais c'est pas les parents en soi, en fait, parce que si... Dans l'essai, c'est ce que je nomme, je parle des différents sous-systèmes, mais n'oublions pas quand même que nous répondons tous, en bons petits soldats que nous sommes, à des injonctions sociétales. Je nomme assez facilement cette idée de néolibéralisme où l'enfant est rendu un capital comme un autre, un capital humain dans lequel on investit et pour lequel on attend un retour sur investissement. Donc tout est marchandisé, de la prise en charge de la petite enfance, les programmes pour les parents, parce que si on regarde l'histoire de la parentalité, depuis très longtemps, nous sommes parents considérés comme profondément inadéquats pour nos enfants. Ouais. Puis ça, on a internalisé ça avec l'idée que le bon système va nous proposer tous les outils, avec force de sous, bien sûr, marché, pour faire en sorte que nous soyons les plus adéquats possibles. Mais on internalise ça, cette responsabilité-là, cette culpabilité de ne pas être bon, tandis que finalement, l'État se désengage pas mal. C'est-à-dire qu'il nous regarde nous débattre dans nos systèmes, que ce soit le système de santé, le système éducatif, le système parental, en se disant, on le voit bien dans les médias, c'est tantôt les parents, tantôt les mauvais médecins qui prescrivent trop, tantôt les profs incompétents. C'est-à-dire qu'on ne cesse de désigner et puis on ne nomme pas l'éléphant dans la pièce. Ces injonctions sociétales. Il y a le rôle de l'État assurément à revisiter, là, à remettre en question. Est-ce que les collectivités à plus petite échelle aussi peuvent jouer un rôle dans le développement de l'enfant, le quartier, la communauté? Bon, ici, on est dans un balado qui s'intéresse à la fois à la communauté de l'Église. Ça peut être aussi, je parlais du quartier, mais des fois, il se crée des petites communautés autour de l'école, de parents. C'est quoi le rôle que peuvent jouer ces espèces de corps intermédiaires-là dans le développement de l'enfant? Je pense qu'on a perdu le sens, de la communauté puis du village. L'idée de ça prend un village pour élever un enfant. S'il n'y a plus de village, c'est pas... Mais en fait, on est chacun dans nos individualités, dans nos maisons, à se dire, mon Dieu, je vis ça, j'en reviens pas que je vis ça. Mais à partir du moment où on s'ouvre à l'autre, effectivement, puis on rentre dans une communauté, quelle qu'elle soit, c'est là, effectivement, qu'on porte les choses tous ensemble. Je discutais récemment avec une dame qui me disait, mais la ville dans laquelle on est, il y a beaucoup de traumas complexes, beaucoup de choses difficiles, mais elle me disait, je sens qu'on va créer quelque chose dans la communauté qui fait que la communauté va porter les traumatismes plutôt qu'individuellement. Thomas? Parce que on a tendance à concevoir la communauté comme un agrégat d'individus qui serait... alors que la communauté, c'est un corps commun. Mais comment est-ce qu'on peut comment on peut rencontrer l'autre puis faire corps avec lui dans la ville, dans des environnements qui sont tellement complexes, tellement c'est des paquebots là, qui se déplacent pas facilement, c'est là où le village, la métaphore du village parle, parce que c'est plus facile cette rencontre-là, mais est-ce que cette rencontre-là, justement, est-ce qu'on peut la transférer aussi en ville? Puis comment est-ce qu'on peut faire des communautés à l'intérieur des villes? Je pense que oui, on parlait de l'école. L'école est quand même le point de ralliement. Là encore, si on regarde les sorties de classe, les parents sont sur leur téléphone ou attendent leurs enfants dans leur voiture. Moi, j'ai envie d'inviter les gens à sortir de leur voiture, à laisser le téléphone, puis à aller dire, êtes-vous le papa d'Augustin? Êtes-vous la maman d'Adèle? Puis tu sais, ça prend d'oser rencontrer l'autre, mais c'est une décision. L'école, donc oui, le voisinage aussi. Est-ce que vous connaissez le nom, prénom, ce que fait votre voisin? Moi, quand je suis arrivée dans mon quartier, j'ai été toquée autour, mais j'ai été... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme, quel est le problème? Bonjour, je viens me présenter, je suis la maman des enfants, vous allez entendre de la vie autour. Ça prend une décision de faire communauté, en fait. Mais tantôt, vous avez parlé de deuil, et puis je pense qu'il y a un lien à faire avec ça aussi, c'est que si on veut faire un deuil, il faut accepter que quelque chose meurt.
Oui. Forcément, il faut accepter quelque chose de meilleur. Puis il y a quelque chose peut-être aussi dans notre rapport à la mort qui a changé, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable puis associé au deuil aussi, il y a la douleur associée au deuil. C'est douloureux, un deuil. Oui. C'est facile de dire à quelqu'un « fais ton deuil », mais c'est une autre chose de le vivre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas tout ce rapport-là à la souffrance, à la mort, qui fait que c'est mourir à soi que d'aller cogner chez son voisin puis de se présenter? C'est piler sur son orgueil, de peut-être se faire fermer la porte au nez ou tout ça. Tout à fait. Mais c'est accepter la vulnérabilité dans un monde où on nous dit qu'on doit être toujours la meilleure version de soi-même. Les coachs, ils adorent ça. Là. Moi, je m'érige vraiment, je ne supporte pas cette image. Donc, c'est-à-dire, chaque jour, tu te lèves en disant « Hier, j'étais pas bon, mais là, je veux être... » Quand est-ce que ça s'arrête d'être cette meilleure version de soi-même? Donc oui, effectivement, revenir à cette vulnérabilité, puis à cette authenticité de dire « J'accepte d'être vu comme je suis ». Puis ça prend qu'on le décide parce qu'on a été élevé, on n'a pas été élevé là-dedans aussi. C'est-à-dire que nos masques sociétaux, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai très clairement l'idée du regard, à un moment donné, de ce parent que je déçois. Et où je me dis, il va falloir que je sois à la hauteur. Et de poser ces masques et décider, en arrivant au Québec, justement, le Québec, c'est pour ça que je remercie le Québec dans mon essai, d'avoir permis de faire réémerger cette petite Céline de 10 ans, l'authentique et la vulnérable. Puis oui, ça prend de décider de faire mourir quelque chose, mais qui est, pour moi, profondément artificielle, superficielle, puis qui colle à ces injonctions sociétales. On veut plus de ça. Docteur Céline Lamy, on parle du rôle des profs, du rôle des parents. Beaucoup, les parents, on se demande un peu sur quel pied danser, comment interagir avec notre enfant. Vous avez une image très forte qui traverse, qui est surtout développée à la fin de ce petit livre-là, Le drame des enfants parfaits, dont on parle aujourd'hui. De la permaculture. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'aimerais que vous développiez un peu. La permaculture, en fait, ça date des années peut-être 60-70 où aux États-Unis et puis à certains endroits d'Europe, il y avait déjà cette idée, on est en train de rendre les productions agricoles très... thématique. Donc, c'est des champs de maïs, des champs, etc. Puis, les gens du cru se disaient, mais c'est vraiment contre-intuitif de ce qui est nécessaire pour qu'on ait quelque chose de florissant, de la biodiversité. Ça rend les cultures très vulnérables aux parasites. Il faut ajouter plein de chimiques là-dedans. Voilà, donc il faut booster des pesticides, des fertilisants, etc. Et puis, moi, je me suis trouvée être avec les enfants dans cette agriculture intensive. Puis, alors que je viens d'un petit village où mes grands-parents n'ont jamais utilisé de pesticides, etc. Oui, j'ai baigné dans la permaculture sans le savoir, de ces jardiniers qui aiment leur jardin, mais dans tout ce que ça, dans la gratitude de ce qu'on reçoit. Et je me souviens effectivement quand on mangeait, qu'on remerciait effectivement on était dans la gratitude, effectivement, du soleil, de la pluie, de papy qui s'était levé tôt le matin, etc. Donc, cette gratitude-là, puis cet amour de la terre. Et donc, la permaculture, l'idée, c'est de revenir au bon sens pour faire en sorte qu'on ait des cultures tout aussi florissantes, mais pas artificielle. Et Bernard Alonso a sorti un livre qui s'appelle Permaculture humaine, et où il dit effectivement que dans la permaculture humaine, c'est l'idée de revenir au sens de c'est quoi l'humain, de quoi l'humain a besoin, c'est quoi ce que lui appelle la zone 0-0, c'est-à-dire qui sommes-nous profondément? C'est quoi le sens de notre vie, de notre existence, avant même que tous ces masques-là se posent de la société? Qui étions-nous avant de rentrer à l'école, etc. Et donc, je l'ai rencontré, il m'a dit, tiens, on va découvrir tes niches. Il appelle ça comme ça. Les niches, c'est les endroits où on est à notre plein potentiel. Et c'est ce qui existe avant qu'on rentre dans tout ce système néolibéral. Puis moi, je me disais, OK, je suis médecin engagé, donc dans ma niche, ça va être probablement l'altruisme dans le sens le don à l'autre, etc. Mais sauf qu'il questionne, il demande des photos, des vidéos de qui on était petit. Puis ce qui est sorti, c'est la communicatrice, donner de la joie et puis justement la spiritualité.
Puis le côté très altruiste attendu d'un docteur, c'était un tout petit peu après. Et c'est là que j'ai réalisé, oui, ok, j'adore mon métier, c'est passionnant, mais je sens et je sais qu'il y a bien autre chose. Et de fait, le livre, et de fait, l'idée de créer autre chose, de revenir à la joie, puis de propager la joie. Je veux réenchanter la vie des enfants. Je veux pas les surdiagnostiquer, je veux pas leur donner de la médication, je veux réenchanter leur vie. C'est triste à dire parce qu'on devrait pas. La vie d'un enfant devrait normalement être quand même quelque chose d'enchanté, d'émerveillement, mais c'est pas ça qui se passe. Donc dans la permaculture, voilà, on revient à quelque chose de très, très basique, mais qu'on a complètement oublié. Mais c'est une image formidable, moi je trouve, là, bravo de l'avoir trouvé. Je trouve que en tout cas, ça colle beaucoup à ce que j'espère, en tout cas, comme pour mes enfants, mais aussi il y a quand même un travail du jardinier, c'est-à-dire que c'est pas la nature à l'état de nature, non, je pense à Rousseau. Là. Ça prend l'effort, ça prend, mais de respecter aussi les cycles, les saisons, ça prend une connaissance du terroir, du sol, ça prend l'amour. Quand même. Parce que quand on fait quelque chose avec amour et avec enthousiasme, alors on persévère et on y retourne. Et c'est ce qu'on a aussi oublié par rapport à l'école et nos enfants, c'est qu'on leur fait apprendre des choses pour lesquelles il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme et on ne comprend pas qu'ils ne persévèrent pas. Mais ça ne stimule pas leur dopamine. Mais non. L'amour et l'enthousiasme, ça, oui. Thomas? Et, il y a un paradoxe, effectivement. La question des niches, moi, ça me fait penser au charisme. Là. Finalement, ça revient à peu près au même. Là. C'est qu'est-ce qu'on porte en nous qui nous dépasse un peu, qui est notre personnalité. Quand on a plusieurs enfants, on voit bien que c'est un phénomène indéniable, là, la question des couleurs à chacun. À notre grand dame, parfois, là, parce qu'on espère... on aimerait faire de la monoculture. Parfois, ça serait combien simple. Ça serait plus facile, plus rapide. Mais c'est ça, il y a comme un paradoxe dans le fait qui s'applique aussi aux jardiniers, dans la parentalité, où est-ce que plus on aime dans le sens de plus on est présent, plus on prend le temps d'être avec son enfant, plus on l'aime, plus il nous donne sa couleur propre et plus c'est facile de l'aimer. C'est-à-dire que comme le jardinier lui-même, en tout cas, je ne sais pas s'il y en a des jardiniers qui sont vraiment dans la monoculture intensive puis qui aiment leur terre, puis qui aiment leur... Mais des fois, je pense que ça doit être plus difficile d'aimer d'aimer leur culture, d'aimer leur terre comparativement à un jardinier qui, lui, justement, aime son terreau, là, travaille. Puis donc, il y a comme c'est ça, à la fois un cercle vicieux, un cercle vertueux. Lorsqu'on aime notre enfant, on passe du temps avec lui, on apprend à le connaître, ça devient plus facile de l'aimer. Parce que lui-même, il se révèle. Mais il s'autorise à être, en fait, puis à montrer ses couleurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es aimé comme tu es, alors tu t'autorises justement cette couleur-là. Pour revenir sur les agriculteurs plutôt dans la monoculture, j'ai connu les deux, parce que c'est ça, moi, mes grands-parents qui étaient dans un jardin, mais c'était un paradis. On était quasiment dans l'autosuffisance. Et puis, j'avais les cousins plus jeunes qui, eux, étaient déjà dans l'idée d'être productifs et qui ont acheté des machines qui coûtaient des millions, etc. Puis, oui, ils étaient contents, mais pas dans le sens de l'amour de ce qu'ils faisaient, mais dans la réussite de dire « vois comment j'ai produit ça, puis je suis meilleur que l'an passé, etc. » Mais au prix, en tout cas, je ne sais pas au Québec comment ça se passe, mais en France, il y a énormément d'agriculteurs et de jeunes agriculteurs qui ont des problématiques de santé mentale. Un taux de suicide est énorme. Donc, je ne pense pas qu'ils soient heureux là-dedans. Il y a quelque chose de très isolant, en fait, dans ce côté performatif-là. J'aimerais une dernière question avant qu'on passe le crachoir à Thomas là, sur sa chronique, mais j'aimerais vous entendre sur la quête de sens. Au Québec, on a disons, c'est une image qui est couramment utilisée, jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand on a eu la Révolution tranquille, toutes les questions spirituelles ont été passées à la trappe aussi. Est-ce que ça a des répercussions sur la santé mentale, d'après vous, sur la santé mentale des jeunes en particulier? Mais au sens large, de toute façon, on est convaincu, moi je suis convaincue, mais en psy en général, que si on avance sans sens,
ben, on n'avance pas, en fait. C'est qu'il arrive un moment où on se retrouve dans une sorte de vide, mais qu'est-ce que je suis, qui je suis pour l'autre, etc. Puis, donc ça, c'est une certitude. Puis, il y a un livre de Viktor Frankl qui parle justement du sens, qui est essentiel. Et j'ai rencontré récemment une psychologue qui fait de ce qu'on appelle la logothérapie. C'est justement le travail autour du sens. Pourquoi on est là, c'est quoi le sens de notre vie. Et elle dit, tu serais surprise, Céline, de comment les enfants et les adolescents actuellement, c'est la question qu'ils posent. C'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi le sens de ma vie? Et je suis d'accord avec elle, puis j'en parle quand même régulièrement. Quand la porte se ferme de mon bureau et que l'enfant ou l'adolescent est là, il parle beaucoup de ça et la spiritualité est très présente, beaucoup plus qu'on ne croit. Il y a vraiment une quête de... Il doit y avoir quelque chose, ça fait pas de sens. Je crois pas, je peux pas comprendre, je peux pas croire que je suis tout seul. Je suis extrêmement surprise qu'il y a surprise, oui, parce que souvent les parents sont très résistants et réticents par rapport à cela. Quand la porte se ferme, les ados et les enfants s'autorisent à questionner ça, ce rapport à autre chose. Et je trouve ça très intéressant. C'est assez rare qu'ils aient l'occasion, justement, d'extérioriser ça, d'en discuter. C'est comme un peu tabou, ça doit être relégué à la sphère privée. Bon, ça, c'est des choses intimes. Tu parles pas de ça avec tes amis, à l'école, certainement pas. C'est ça, puis souvent, c'est des enfants qui sont pas du tout élevés dans la question religieuse ou autre. Et puis, mais c'est ça, je pense qu'on parle d'une crise de sens, mais à l'inverse, j'ai l'impression que ces enfants, cette nouvelle génération est porteuse d'un renouveau, vraiment, vraiment, vraiment. Docteur Céline Lamy, on poursuit la discussion avec vous. Si vous le voulez bien, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et auteur de l'essai « Le drame de l'enfant parfait » paru chez Atelier 10 plus tôt cet hiver. Merci beaucoup. Merci. Thomas Plouffe, doctorant en psychopédagogie. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu voulais nous présenter aujourd'hui la pensée d'un grand pédagogue, biologiste aussi. Épistémologiste, je dirais. C'est ça qu'il dirait, lui. Redis ça 3 fois. Jean Piaget. Ouais. Qui est-il? Jean Piaget. Avant, donc, question préalable, pourquoi nous parler de lui? Oui, pourquoi Piaget? Moi, j'aime beaucoup sa pensée. Je trouve qu'on tombe souvent dans la caricature quand on parle de l'enfant. On tombe souvent, on est comme pris entre une espèce de caricature qu'on colle à Rousseau, là, quoique peut-être même ça collerait même pas à sa pensée. L'idée que l'enfant, c'est un être, cette caricature-là, c'est un être pur, immaculé, parfait. Pas parfait, c'est-à-dire dans son état de nature, il était sans tache, puis que finalement la société le corrompt complètement, est une entrave qu'il faut simplement enlever pour qu'il se redécouvre. Mais c'est une caricature qui est souvent mal... Puis à l'opposé, on a une autre caricature qui est celle d'un enfant qui serait tout simplement un vase à remplir. Là. On entend ça, je pense que ça vient de Montessori. En tout cas, ça a été repris finalement une espèce de mini-adulte qu'il faut tout simplement former. Bon. 2 caricatures, puis des fois, on a de la difficulté à trouver un peu avoir une vision qui est plus saine de l'enfant, qui reconnaît à la fois toute son intelligence, parce que c'est un être intelligent en soi, mais sans l'idéaliser, sans en faire quelque chose qui nous... Parce qu'après tout, l'enfant, c'est ça qui est particulier. L'enfant, oui, a ses particularités, comme l'aîné a ses particularités, comme l'adolescent a ses particularités. Mais si je dis, est-ce qu'une jeune pousse de chêne est autre chose qu'un chêne? Non, ça reste un chêne dans le sens où ça a les particularités d'une jeune pousse, mais ça reste finalement la même nature profonde. Donc l'enfant, c'est nous-mêmes. Je veux dire, j'ai été un enfant, tu as été un enfant, à moins que je sens toi. Oui, j'ai déjà été ça. Bon, tu vois, toi aussi. Fait que, donc on a tous, ça fait partie de notre nature. Donc c'est intéressant à Piaget, à travers sa réflexion autour de l'enfant. C'est une réflexion autour de la nature humaine. Il se questionne sur le développement. Lui et Piaget, il s'est... pour l'histoire un peu, il y avait une mère qui était très, très pratiquante, protestante, très croyante, qui a voulu lui inculquer cette foi-là. Puis ça a été une tergiversation importante dans sa vie, ce qui fait que
il s'est intéressé, entre autres, beaucoup à la question de la morale, développement de l'intelligence, mais aussi du développement de la morale. Puis, à quelque part, on peut croire que l'essentiel de son œuvre est un travail qui cherche à réconcilier ou à concilier la raison et la foi, la raison et le spirituel. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Puis si tu veux que je rentre ça dans le vif. Rentre, vas-y. Mais Piaget, comment est-ce qu'il voit l'enfant déjà? L'enfant, pour lui, c'est un être qui est actif dès sa venue au monde, qui est intelligent, qui construit. On a collé l'idée du constructivisme à Piaget par la suite pour cette raison-là. Il construit du sens. C'est d'abord et avant tout un constructeur de sens, l'enfant. Comment il fait ça? Comment il fait ça? Il va être constamment en train d'appréhender le monde pour l'assimiler, pour l'intégrer. Il va prendre le monde tel qu'il est, avec le chaos ambiant, puis il va en quelque sorte, il va ordonner le monde. Il va en faire un univers cohérent. On va dire ça comme ça au début pour recommencer vague. Puis son but, essentiellement, c'est construire du sens. Pourquoi est-ce qu'il cherche à construire du sens? Parce qu'il cherche à donner du sens au monde, à ordonner le monde. Pourquoi? Pour mieux comprendre quelle est la place que lui, il peut prendre à l'intérieur de ce monde-là. Donc, l'image que je donnerais, c'est l'image d'un casse-tête où l'enfant, finalement, très rapidement, là, dès ses premiers jours, comprend, il ne verbalise pas comme ça, là, mais il comprend qu'en fait, il est une pièce d'un casse-tête qui le dépasse complètement. Mais une pièce sur laquelle il ne connaît pas les motifs, puis casse-tête pour lequel il ne connaît pas le nombre de morceaux, les motifs non plus. Donc, toute sa vie, à quelque part, c'est toujours c'est une construction continuelle où est-ce qu'il va être en train d'essayer de voir c'est quoi ce monde, le réel tel qu'il est, de quoi il se compose, pourquoi? Pas pour rien, pour le néant, mais pour mieux voir, moi, je suis qui dans ce Pour mieux m'y inscrire. Ça rejoint d'ailleurs ce que le docteur Lamy nous disait un peu plus tôt. Oui. Puis je regardais tes mains faire comme ça, puis c'est une danse relationnelle initiale, et tu demandais comment l'enfant fait, le nourrisson, c'est que l'enfant a ce système d'attachement, il est comme programmé, en tout cas cérébralement pour le coup, pour renvoyer des signaux, pour rapprocher la figure d'attachement, que cette figure d'attachement le regarde, et c'est cette intersubjectivité-là qui va commencer cette naissance au monde, cette deuxième naissance. Ouais. Puis, mais c'est super bien fait, hein, le cerveau du nourrisson, pour ça c'est génial. Il y a un autre phénomène qui est très... Parce que c'est puis à quelque part, donc il y a un rapport ordre et chaos dans cet apprentissage-là, dans cette construction-là qui continue sans cesse, où est-ce que l'enfant il veut intégrer suffisamment de chaos pour pouvoir l'ordonner, le façonner, puis tranquillement complexifier sa représentation du monde. C'est un petit peu parce qu'un enfant de 4 ans qui joue au bloc, c'est assez limité, sa conception du monde. C'est aussi limité que ça doit l'être, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas intégrer... le monde est si complexe qu'il ne pourrait pas l'intégrer d'un seul coup. Donc, on peut imaginer ça un peu comme des cercles concentriques, c'est-à-dire que sa construction va tranquillement prendre de l'ampleur, ce qui fait que tranquillement, il va changer ses représentations du monde de telle sorte qu'il peut intégrer de plus en plus la complexité du monde. Et ça se réajuste aussi, il doit avoir... c'est ça qui est intéressant, c'est comment est-ce que ça fonctionne, ce phénomène-là. C'est que pour passer, disons, d'une représentation à une autre, ce qui arrive constamment, ça prend une anomalie, en quelque sorte. Ça prend un glitch, un bug là, dans sa représentation. Il est face à une représentation, puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui vient, une anomalie. Je pensais pas que ça se pouvait, un garçon qui a les cheveux longs. Admettons par rapport à quelque chose d'assez terre-à-terre, par exemple, ou par rapport à sa représentation de ce que c'est un oiseau versus un autre. Ça, c'est assez facile à se l'imaginer, mais ça va aussi à l'échelle de lui par rapport à l'autre. Moi, je suis qui, moi, par rapport à mes parents? Ils sont qui par rapport entre eux? Et ça, on fait ça constamment, c'est-à-dire que pour changer pour se développer sur le plan moral puis sur le plan intellectuel, ça prend une rencontre de l'autre qui, dans son imperfection, m'oblige à reconfigurer ma représentation du monde constamment parce que l'autre, n'étant pas moi,
il est constamment en train de me provoquer. L'autre est toujours une anomalie. Toujours une anomalie, exact. On parle des enfants, mais c'est vrai aussi pour nous, dans la mesure où, à moins de vivre complètement aliéné, je veux dire, normalement, même en tant qu'adulte, on continue de développer notre conception. Mais c'est un bon point que tu nommes, c'est-à-dire qu'il y a moyen de s'échapper de cette logique-là en s'aliénant. C'est-à-dire que l'aliénation, c'est le moyen de pas être confronté à l'anomalie et donc à la... Parce qu'il y a une autre image qui donne, c'est que dans le changement de représentation, forcément, un peu comme Mme Lamy disait tantôt, il y a un renoncement. Il y a un renoncement à l'ancienne représentation. Donc, il y a la mort de l'ancienne représentation pour aller goûter à la nouvelle. Donc, ça fait mal, ce renoncement-là, ça fait mal. Donc, si on peut s'en préserver, l'intuition première, c'est de vouloir s'aliéner. L'aliénation empêche la rencontre de l'autre dans le... Il y a un film assez caricatural qui s'appelle Crash. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un film qui date des années, mais qui représente très bien cette idée-là où est-ce que c'est la rencontre. Il dit pour changer le monde, ça prend une rencontre de l'autre. Mais c'est pas une rencontre qui est bonjour, ça va bien, comment t'appelles-tu? C'est une collision. Ça prend David Cronenberg qui a fait ce film-là? Peut-être, c'est possible. Mais bref, c'est vraiment dans une... Ça vient faire effraction dans mon monde. C'est-à-dire que la rencontre à l'autre, c'est une effraction. Puis c'est... autoriser ou pas l'autre dans tout ce qu'il est à venir faire effraction. Puis oui, on peut faire le choix. Puis je trouve que c'est très fréquent actuellement que beaucoup se ferment puis fassent le choix de « je n'accepte pas que l'autre comme il est fasse effraction et vienne me remettre en cause ». Ça parle de la flexibilité aussi, puis de cette plasticité que les enfants ont quand même beaucoup plus que nous. Absolument. Ben oui, heureusement. Heureusement, c'est d'ailleurs assez fascinant de voir... la plasticité cérébrale, puis aussi la nature biologique nous porte aussi toute cette construction-là, c'est-à-dire que même au niveau du cerveau, il y a tout un travail d'élagage, donc de mort des cellules inutiles. Lorsqu'on arrive à l'adolescence, le cerveau élague, tue on pourrait dire symboliquement, il va tuer des cellules... il laisse mourir. Réellement, c'est une mort cellulaire, puis c'est ça, les neurones meurent, mais se connectent entre eux, c'est-à-dire qu'il y a pour faire de meilleurs circuits. Exactement, ouais. Wow. Il y a toute cette image-là qui est essentielle, donc de la mort, la mort essentielle à la vie, c'est-à-dire à une vie qui est plus complète. Donc, on sort de la représentation d'un enfant qui est idéalisé parce que l'enfant, à la fois, il doit être reconnu dans son intelligence, mais à la fois aussi, il doit être vu dans son immaturité, c'est-à-dire que l'enfant, surtout le tout petit, il est immature. Donc, on doit à la fois le reconnaître dans son intelligence, dans sa singularité, dans son unicité, mais en même temps, on doit aussi... Piaget parle de conflit cognitif. On doit entrer en collision avec lui sur le plan... sur le plan en tout cas, dans l'éducation, on doit... on doit entrer en collision avec ses idées. On doit être une forme d'anomalie, en quelque sorte, pour pouvoir le tirer toujours. Oui, l'élever. Le tirer vers plus de complexité. On doit revenir à deux mots qui sont vraiment très banni dans la nouvelle parentalité, qui est autorité et discipline. Au sens où les gens disent, ben non, pas d'autorité, c'est autoritarisme. Pas la même chose. L'autorité au sens de augere, qui veut dire aider à croître. Et discipline au sens de disciplina, qui est vraiment la relation du maître à l'élève, puis le guide. Donc quand on me dit, mais vous n'êtes pas partisan de la parentalité bienveillante, oui, bien sûr, mais pour moi, ça ne fait pas de sens de mettre parentalité avec bienveillance, dans le sens où, à partir du moment où je suis avec l'autre, je le considère, je suis de fait bienveillant, comme s'il fallait qualifier cette parentalité-là. Donc, le retour à une autorité et une discipline au sens de borner aussi quelque chose, puis d'être garant pour l'enfant, parce que l'enfant n'est complètement dépendant, n'est immature, et on a tendance à penser qu'il faut rapidement rendre un enfant autonome et indépendant. Plus on va forcer cette indépendance sans respecter cette sécurité affective, plus effectivement on va propulser vers le monde des enfants et des adolescents qui ne sauront pas rentrer en contact avec l'autre. C'est fascinant. J'aurais envie de développer sur la violence, qui est un terme inaudible aujourd'hui, mais il y a quelque chose de violent dans cette confrontation-là, dans cette collision-là, à la limite ou à l'altérité. Ça ne veut pas dire qu'on est violent pour autant et qu'on se tape dessus, mais juste le simple fait d'être avec vous aujourd'hui, il y a quelque chose qui a un potentiel de me déranger, de me remettre en question. Et heureusement. En tout cas, ça a été une douce violence de faire cette émission aujourd'hui avec vous. C'était fascinant. Merci beaucoup, Thomas Plouffe, pour ces éclairages.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. C'est déjà tout pour cette semaine, mais rapidement, quelques petites suggestions culturelles. Thomas, commençons avec toi. Pour sortir de l'espèce de cliché de Jordan Peterson, allez voir ce qu'il... Pas un gros masculinisme? Ben, c'est ça. Non. Ben, c'est-à-dire que si tu veux sortir du cliché, allez voir ses cours qui sont accessibles gratuitement sur YouTube et particulièrement celui qui donne sur Piaget. Tu l'as eu plusieurs éditions. Ça donne vraiment un top. Piaget, c'est indigeste à lire. Là. Je le conseille à personne. Là. Mais allez... C'est une bonne vulgarisation. Oui, excellente vulgarisation. Merci Thomas. Docteur Lamy? Clément Rosset, La joie est plus profonde que la tristesse. C'est un philosophe qui parle de la joie et comment il n'y a de joie que contrariée. Je trouve que dans la parentalité, on est contrarié souvent avec nos enfants. On sait faire émerger la joie pour vraiment une parentalité joyeuse. On confond la joie avec le fun, le plaisir. Ouais, puis le bonheur. Mais la joie, c'est du quotidien. Merci, Docteur Lamy. Moi, je vous suggère Perdu sans la nature. C'est un vieux livre qui date de 2010, mais c'est encore disponible, j'ai vérifié. C'est édité chez Québec Amérique. Ça a été écrit par François Cardinal. C'est sous-titré « Pourquoi les jeunes ne jouent plus dehors et comment y remédier ». C'est fascinant, allez voir ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Je remercie aussi Marianne Martin et Marie Laliberté à la technique. Docteur Lamy, Céline Lamy, pédopsychiatre, James Langlois, co-animateur pour cette émission, Thomas Plouffe, doctorant en psychopédagogie. C'était passionnant comme discussion. Merci à vous trois. Et je vous dis à l'année prochaine pour d'autres épisodes dont on n'est pas du monde.